Alors, quoi de neuf dans l'imagerie de l'adénomiose? Alors, il faut d'abord définir ce qu'est l'adénomiose. Il y a consensus là-dessus, c'est la présence de glandes et de stroma au niveau du myométrium, du myomètre, avec une hyperplasie des cellules musculaires lisses. Juste vous rappeler l'anatomie d'un myomètre normal. Comme vous le voyez, la cavité, puis l'endomètre, et après, il y a un tiers du myomètre qu'on appelle l'inner myometrium en anglais, qui est la zone de jonction. Après, il y a le middle myometrium, qui se termine par une arcade vasculaire, et après, il y a le subserosal layer, la ligne sous-séreuse du myomètre. Et c'est à ce niveau c'est à partir de ce schéma qu'on va déterminer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a eu un problème dans la définition, dans la profondeur de la définition de l'adénomiose. Certains disent qu'il y a adénomiose lorsqu'elle est à 4 mm de cet inner myométrium. Il y a d'autres, ils disent non, si elle est à 4 mm, il y a déjà une adénomiose profonde. D'où le terme d'adénomiose profonde et d'adénomiose superficielle. Et c'est à ce titre que Van den Bossche a essayé de nommer les différents types et phénotypes d'adénomiose. L'adénomiose focale, c'est en fait la présence d'une adénomiose avec entouré de plus de 25% de myomètre normal. Alors que l'adénomiose diffuse, lorsque la lésion adénomiosique, elle est entourée de moins de 25% de myomètre normal. Alors que l'entité adénomium, qui est une véritable entité à part, c'est la présence d'une lésion focale comme celle décrite, entourée d'un myomètre qui est hypertrophique, qu'on voit bien. Donc, elle est bien localisée à l'intérieur, d'où le terme adénomium. Et le même Van den Bossche a défini le type 1 lorsque la lésion est près de cet inner myometrium, et elle est de type 2 lorsqu'elle est en dehors de cet inner myometrium et qui rentre pratiquement dans l'autre 2 tiers externe, et elle est de type 3 lorsqu'elle est carrément au niveau sous-séreux, et là on l'appelle type 3. Et cette difficulté de définition qui nous a emmené à avoir une épidémiologie très variable d'un auteur à un autre. Regardez, de 5 à 70%. Et même en fonction des sections. Rappelez-vous que le diagnostic d'adénomiose, à un certain moment, ne se faisait qu'après hystérectomie, c'est-à-dire sur pièce d'hystérectomie anapate. Et vous voyez bien que l'adénomiose focale est l'apanage des jeunes, alors que l'adénomiose diffuse est l'apanage des vieilles, des femmes beaucoup plus âgées. Alors la prévalence, beaucoup d'études sont faites et vous voyez la difficulté de l'adénomiose, mais on a trouvé que pratiquement une femme sur 3 en âge de procréer était porteuse d'adénomiose, d'où l'importance de traiter et de diagnostiquer ce sujet. Et c'est depuis justement l'avènement de l'imagerie que on a amélioré le diagnostic. Alors, diffuse en général 34% et un peu plus de 40% d'adénomiose focale qui est en général associée à l'endométriose profonde. Alors, le couple écho-IRM fait aussi bien l'un que l'autre dans le diagnostic de l'adénomiose. Alors, il faut revenir à cette zone de jonction qui est extrêmement importante. Et donc, il y a 3 types de zones de jonction. Une zone de jonction anatomique, qui est celle qu'on a définie tout à l'heure, et la zone de jonction échographique qu'on voit que cette interface-là qui est tout autour, qui est mieux vue en 3D mais qu'on peut voir en 2D aussi, et puis cette zone de jonction à l'IRM qui est mesurable, qui est quantifiable, et donc ce n'est pas exactement la même chose.
La grande différence, par exemple, c'est que l'adénomiose, on ne voit pas la zone de jonction à l'échographie, alors que à l'IRM, cette zone de jonction est beaucoup plus épaisse. Et nous savons que cette zone de jonction, elle est riche en myocytes, et de plus interne jusqu'au plus externe, cette disposition et ces caractéristiques ultrastructurelles diffèrent. Et bien sûr, elle est hormonodépendante, elle est en fonction du cycle et en fonction des traitements que nous voyons. Alors, nous avons parlé du couple échographie-IRM qui a révolutionné. Dans l'échographie, c'est essentiellement l'écho 3D qui a amélioré la spécificité de cet examen, mais aussi l'hystérosonographie qui peut apporter un plus dans le diagnostic de l'adénomiose. L'élastographie est aussi un examen échographique, c'est un surplus qui n'allonge pas particulièrement l'examen échographique, mais disons que l'IRM est un excellent outil de diagnostic. L'hystéroscopie peut apporter un plus, mais disons que ce n'est pas le gold standard dans le diagnostic des adénomioses. Donc cette échographie, de par sa disponibilité, de par sa tolérance par les malades, de par d'un gain de temps et de son coût, et qui est accessible aux cliniciens que nous sommes, c'est nous-mêmes, et nous avons la chance en Algérie que ce soit nous-mêmes qui faisons les échographies, et puis on peut la refaire autant qu'on veut, il n'y a pas de radiation à faire. Par contre, cette échographie, il faut reconnaître qu'elle a une mauvaise caractérisation des tissus. Et en plus, le champ de vision est beaucoup plus limité que l'IRM. Mais ça fait d'elle, elle est en première ligne dans l'évaluation d'un diagnostic d'adénomiose. Contrairement à l'IRM, qui est beaucoup plus objectif, et surtout lorsqu'il y a des pathologies associées, par exemple, quand on a les gros fibromes, les gros utérus myomateux dans les prolapsus, lorsqu'il y a des hyperplasies, notamment les cancers. Alors voilà un petit peu la différence, mais disons que lorsque vous voyez cette publication de 2020, elle a comparé tous les examens, toutes les échographies, 2D, 3D, toutes les échographies, l'IRM, et vous voyez que le 3D a amélioré énormément la sensibilité et la spécificité de l'écho 3D, alors que l'IRM a une excellente spécificité, plus de 88%. Ce qui a fait que c'est un couple qui n'est pas à méconnaître, et il faut absolument s'améliorer pour l'imagerie de l'adénomiose. Et d'ailleurs, Tina Tellum, qui est très connue, a recommandé que l'échographie doit être en première ligne, alors que l'IRM en deuxième ligne, lorsque l'échographie n'est pas concluante. Alors, voilà la fameuse imagerie du myométrium. Donc, on peut voir ici à l'échographie. Vous avez juste après l'endomètre, il y a une petite zone hypoéchogène, c'est la zone de jonction. La séreuse, elle est hyperéchogène, et tout le reste, c'est le myomètre externe ou l'outer myométrium. Alors, Van den Bosch, qui est un grand monsieur de l'échographie et particulièrement de l'adénomiose, a essayé de nous caractériser, de faire une classification échographique d'une nomenclature échographique. Alors, voilà les différents signes d'une adénomiose. Ça peut être l'aspect globuleux, on va les voir un par un. L'aspect globuleux global est déjà un signe d'adénomiose. L'asymétrie des parois, des kystes myométriaux, il faut qu'ils soient dans le tiers interne du myomètre. Les îlots hyperéchogènes, également dans le tiers interne, et parfois on a les fameuses striations en éventail ou bien des striations avec des condombres qu'on peut voir. Alors d'autres signes, c'est les lignes et les bourgeons échogènes qui sont sous-endométriaux. Alors le Doppler n'est pas du reste, mais il est très faible, mais ce qui montre, c'est une vascularisation translésionnelle. On verra de plus près cette zone de jonction qui doit être irrégulière ou interrompue, qui est en faveur de l'adénomiose.
Alors, voilà la forme globale. En fait, c'est quoi une forme globale? On a essayé de définir ce que c'est qu'une forme globale. En fait, c'est lorsque le fond utérin est élargi et surtout que les diamètres des différents vers le fond ou vers les parois latérales est exactement le même. C'est en comparaison par rapport à un volume et une morphologie d'un utérus qui est normal. Alors, tout utérus globuleux n'est pas adénomyosique. Il y a essentiellement deux grandes diagnostics différentiels. Lorsque les fibromes sont des petits fibromes, donc un utérus polymyomatoeux, regardez ici, ça augmente le volume de l'utérus. Et aussi, lorsqu'il y a une adénomiose, une endométriose profonde, notamment du torus et en postérieur, qui fait un utérus vrillé, complètement roté, mal roté autour de son axe, qui donne un aspect d'utérus globuleux. Alors cette asymétrie aussi, il fallait la définir. C'est le critère subjectif a été retenu, mais en fait, il faut savoir que pour qu'il y ait une asymétrie, il faut qu'il y ait un différentiel de 5 mm. Lorsqu'on mesure la paroi ici postérieure et la paroi latérale, on fait un ratio. Lorsque ce ratio est différent de 1, on parle d'asymétrie utérine. Voilà, donc vous voyez ce film, c'est les parois se contractent. Il s'agit d'une vidéo d'une contraction utérine normale. Et vous voyez l'augmentation des parois utérines. C'est pour vous dire que l'un des diagnostics différentiels de cette asymétrie, c'est vraiment la contraction utérine. Et vous voyez, relativement récent, je l'ai fait le 21 novembre, dans cette photo, on a l'impression que c'est une asymétrie utérine. Il y a une paroi qui fait 73 et lorsque 57, alors que dans l'autre cas, regardez, après la contraction, c'est pratiquement, il n'y a pas de différence au niveau des parois utérines. Alors, l'autre signe, ce sont les kystes myométriaux. À un certain moment, on disait que c'était entre 2 et 4. En fait, c'est tout kyste myométriaux qui est au niveau de cette partie-là, au niveau de liner myométrium, à ce niveau-là, et qui peuvent avoir des volumes différents. L'essentiel, c'est de voir cet halo hyperéchogène qui est autour du kyste myométrial. Parfois, c'est à la coupe 3D qu'on peut voir, notamment ici, au niveau de cette cloison. Alors, voilà les différents kystes myométriaux. Parfois, on n'est pas sûr, on a l'impression qu'ils sont au niveau de l'endomètre. L'hystérosonographie peut nous aider pour dire que non, c'est pas des kystes endométriaux, c'est plutôt des kystes qui sont à l'extérieur de la cavité utérine. Voilà, donc ça c'est une très belle, vous voyez bien que c'est une très belle coupe sagittale, mais il suffit de bouger, c'est la même malade à 2 secondes de différence, et on voit les kystes anéchogènes, et voilà, on l'avait au niveau de la face postérieure, là on voit au niveau de la face antérieure, et bien sûr la coupe 3D, vous voyez une déstructuration de la zone de jonction. Alors, comment on peut faire un diagnostic différentiel? Regardez, il y a des petites images anéchogènes. Il suffit de faire le Doppler. Lorsqu'on voit les vaisseaux, c'est pas la même chose que les kystes myométriaux. Là aussi, vous voyez, on avait des kystes. Elle a été adressée pour kystes myométriaux. Mais quand on fait le Doppler, vous voyez bien que les images kystiques sont intra-endométriales. Voilà un autre diagnostic des kystes myométriaux, c'est le tamoxifène. Là, on a des images anéchogènes au milieu de l'utérus. On n'arrive pas à définir la cavité utérine. On fait une coupe 3D, on voit déjà que c'est au niveau de la cavité endométriale. Mais vous voyez ici, lorsqu'on met du liquide, et même au niveau de la paroi, la face, la coupe frontale, vous voyez bien que les images kystiques, elles sont endométriales et non pas myométriales. Et la différence est nettement faite à ce niveau-là. Alors, un autre signe, ce sont les îlots hyperéchogènes. Vous voyez bien ici
des images hyperéchogènes qui sont à distance de l'endomètre, sont des îlots d'endomètre qui sont là. En plus, il y a des striations. Et vous le voyez ici sur cette photo, l'utérus qui est rétroversé. Et vous voyez les îlots hyperéchogènes. Parfois, ce sont des lignes qu'on voit comme ça qui sont évocatrices d'adénomiose. Alors, les fameuses striations en éventail ou bien les images en store vénitien, vous voyez, c'est en fait des cônes d'ombre dont le départ vient d'un kyste endométrial ou d'un îlot d'endomètre pathologique et ectopique qui est au niveau du myomètre. Voilà, la coupe 3D peut nous montrer les fameux lignes et bourgeons. La Van den Bosch, ça, ce sont les images de Van den Bosch. Vous voyez bien les lignes ou bien les bourgeons. Et au niveau de cette coupe-là, c'est la nôtre. Et il y a des îlots d'endomètre qui sont à distance de la zone de jonction qu'il faudra rechercher. Là, la zone de jonction, on a dit qu'on pouvait la voir, regardez, au niveau de la coupe sagittale. On le voit bien, c'est à ce niveau-là. Là, on la voit en postérieur, on la voit au niveau du fond utérin. Donc, la zone de jonction peut se voir au niveau de la coupe sagittale. Là, on la voit très bien et on peut la poursuivre jusqu'à la fin. Et on peut la voir sur la coupe frontale. Elle est beaucoup plus nette, même dans les utérus mal formés, comme vous le voyez ici. Donc, qu'est-ce qui définit l'adénomiose? C'est toute irrégularité ou toute absence de cette zone de jonction. Parfois, on peut la suivre comme ici sur cette photo. Là, on peut la voir à ce niveau-là, mais dans l'autre côté, ici ou ici, il n'y en a pas. Ici, on peut la voir un peu. Donc, l'irrégularité ou l'absence de la zone de jonction, c'est elle qui fait le diagnostic. Par contre, si, comme dans la photo que vous venez de voir ici, et on voit très bien et on la suit sur 100% de son trajet, vous voyez, on peut exclure une adénomiose avec une spécificité de 92% et une sensibilité de 31% d'après les études d'Hexacoustose, de Van den Bosch et de Naphtalin. Ça, c'était la fameuse vascularisation. Sur cette photo, vous avez reconnu que c'est pas une adénomiose, c'est un fibrome puisqu'il y a une vascularisation périphérique. À ce niveau-là, regardez, on a l'impression que c'est un fibrome, mais quand on fait une vascularisation, il n'y a rien. Et puis, le myomètre autour, il est hyperéchogène, donc c'est un vrai adénomiose. Et voilà ce qu'on voit dans les adénomioses diffuses, donc une vascularisation translésionnelle qui n'a pas de caractéristiques en cours, en corbeille, comme dans les myomes. Alors, un autre signe qui n'est pas dans la classification de Van den Bosch ni dans celle du Hexacoustose, c'est le question mark form of uterus, c'est la forme de l'utérus. Vous le voyez ici, c'est un point d'interrogation ici qu'on voit très bien. Regardez le point d'interrogation. Regardez cette photo-là. Il y a un point d'interrogation. La forme de l'endomètre est comme un point d'interrogation. Et vous voyez que la présence de ce signe est une sensibilité de 75% et une excellente spécificité de 92%. Donc, quand vous voyez ces endomètres et ces formes d'utérus en point d'interrogation, il faut y penser et surtout le mettre dans votre compte-rendu opératoire. L'hystérosonographie, même si elle est vraiment, vous voyez qu'il y a une concordance avec l'IRM de 96%, mais elle n'a pas eu beaucoup d'études, seuls quelques auteurs. C'est les insinuations de liquide hors de la zone endométriale. Vous voyez ici, ça sort un petit peu. C'est ça qui peut faire penser à l'adénomiose. Mais disons que les autres signes sont beaucoup plus importants que l'hystérosonographie. Alors, la fameuse Tina Tellum a essayé de voir tous les signes. Alors, faut-il dire qu'il y a une adénomiose lorsqu'il y a un seul signe? Je crois que c'est trop dire. Beaucoup d'auteurs préconisent de parler d'adénomiose lorsqu'on a plus d'un signe, mais c'est pas surtout les signes. C'est pas un signe. Les différents signes ont des qualités diagnostiques différentes. Ils doivent être combinés pour essayer de faire un diagnostic fiable. Et puis, elle a conclu, et si on doit rentrer, on n'a pas beaucoup de temps, mais si on doit rentrer
dans les détails de chaque signe, elle a conclu que c'est pas le nombre de signes qui est important, mais c'est surtout les signes spécifiques qui sont appelés les signes directs qu'on va voir. Voilà un arbre décisionnel des différents signes. Donc, il y a les signes d'ectopie endométriale qui sont les striations, les kystes myométriaux et l'association des kystes avec la striation. Les signes d'hyperplasie ou d'hypertrophie musculaire qui sont la forme de l'utérus, l'épaississement de la zone de jonction et l'asymétrie utérine, et puis les signes vasculaires qui sont une augmentation de la pénétration de ces vaisseaux. Vous voyez qu'il y a une hétérogénéité myométriale que cet auteur-là a appelée une cirrhose de l'utérus. Alors, si on doit récapituler les signes, voilà les signes spécifiques en vert, qui sont les signes primaires ou directs et qui sont de vrais signes d'ectopie. C'est ceux-là qu'il faut rechercher, c'est ceux-là qui sont plus spécifiques que les autres. Quand on a un signe comme ça, on peut vraiment évoquer une adénomiose. Donc, ce sont les kystes myométriaux, les lignes et les bourgeons échogènes sous-endométriaux, la fameuse zone de jonction qui donne une sensibilité de 74 et une spécificité de 83%. Par contre, les autres signes qui sont à titre indicatif, secondaire ou indirect, et qui signent les signes d'hypertrophie musculaire, c'est tout ce qui est aspect globuleux, asymétrie des parois et les striations en éventail, qui sont plus des signes indirects, même si vous allez voir, la sommation de nombreux signes est en faveur de la sévérité de la maladie. Et vous voyez que, voilà, par exemple ici, c'est la différence entre le 2D et le 3D. Et vous voyez que le 3D est plus spécifique pour la zone de jonction, alors que pour les kystes myométriaux, c'est surtout le 2D qui permet de voir les signes. Donc, c'est une publication de Monsieur Chaperon en 2020 qui essaye de donner chaque signe une sensibilité, une spécificité que vous avez sur ces deux tableaux. Et Jacques Cousteau, avec Lazeri, a essayé de définir, de faire une classification pour élaborer la sévérité de cette adénomiose. Vous voyez, en fonction qu'elle soit focale ou diffuse, qu'elle soit près de l'inner myométrium ou de l'outer myométrium, elle a donné des scores de 1 à 4 pour pouvoir évaluer l'extension de l'adénomiose, et elle a pu faire la corrélation entre cette extension de l'adénomiose et la sévérité des symptômes, notamment de l'infertilité. D'ailleurs, elle a conclu qu'il y avait plus d'adénomiose diffuse chez les femmes plus âgées et qui était la diffuse était volontiers plus hémorragique, alors que l'adénomiose focale, on l'a retrouvée surtout dans l'infertilité, alors que lorsqu'elle est focale, elle est près de la zone de jonction, on a remarqué que c'était plus l'apanase des fausses couches. Pour la dyspareunie et la dysménorrhée, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. Alors, c'est des publications extrêmement importantes qui sont rapportées depuis 2014. Vous voyez que plus on a des signes les fameux signes, les 8 signes d'adénomiose, plus l'hémorragie est plus importante, et cette hémorragie a été évaluée par le score PBAC de l'hémorragie. Et donc, il y a une différence significative, une association significative entre la sévérité de l'adénomiose, donc des différents signes, et de l'importance du saignement. Là aussi, c'est les caractéristiques de la dysménorrhée par rapport aux différents signes. Et vous voyez, plus on a des signes échographiques de l'adénomiose, plus la dysménorrhée est sévère. Donc, il faut rechercher non pas un signe, mais tous les signes de l'adénomiose en fonction de l'importance de la douleur. Alors, je pense que tout le monde connaît maintenant la fameuse méta-analyse de Younes qui a été publiée en 2007, et vous voyez que l'adénomiose seule est responsable d'une réduction en FIV, je parle bien en FIV, une réduction de 25% de grossesse clinique,
41% pratiquement, près d'une femme sur deux de naissance vivante. C'est-à-dire, ça diminue de 41% de naissance vivante et elle réduit un taux d'implantation de 34% et elle double, plus du double d'avortements lorsqu'on avait une adénomiose. Il faut vraiment prendre en considération et essayer de rechercher l'adénomiose dans la fertilité, surtout qu'on a dit qu'elle était présente dans 30% des signes. Quels sont les signes les plus fréquents et les plus défavorables pour l'infertilité? C'est surtout les kystes, les striations endométriales, les adénomiomes, surtout ceux qui sont à côté de la zone de jonction, et les îlots d'endomètre, les fameux bourgeons échogènes qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont ceux-là qui sont les plus responsables d'infertilité. Alors, on vient aux classifications, elles sont riches, elles sont nombreuses, et qu'est-ce qu'elles montrent lorsqu'elles sont nombreuses? C'est qu'il n'y a pas eu vraiment de consensus pour essayer de manager, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit dans le management de l'infertilité et des symptômes, et donc dans le traitement. Et donc, il y a celle de Gort, il y a celle de Grimbisis, il y a celle de Kishi, bien entendu celle d'Hexacoustose de Bazo, et la fameuse MUSA, Morphological Uterus Sonographic Assessment, qui a été publié en 2015. Ils l'ont changé, il y a eu une autre publication en 2019, et dernièrement en 2020, il y a eu un consensus là-dessus sur les caractéristiques de l'adénomiose en fonction de son étendue, en fonction de la consistance, de sa localisation, et donc ils ont essayé d'être le plus consensuel possible. Alors, bien entendu, on a parlé de l'élastographie. En fait, l'élastographie, c'est un examen, c'est un complément d'examen échographique qui permet de mesurer la rigidité myométriale. Et on appelle ça des ondes de cisaillement. Et vous voyez que le cut-off pour le diagnostic d'adénomiose est de 34,6 kilopascal. Alors, c'est un peu compliqué, j'en fais pas, on n'a pas d'élastographie, mais elle a été vraiment améliorée, le diagnostic de l'adénomiose. Alors, vous voyez bien que pour l'IRM, elle a une sensibilité, une spécificité de 86%. Il y a 3 signes qui sont fondamentaux. Ce sont les spores hyper intenses, la zone de jonction qui doit être supérieure à 12 mm et le ratio de la zone de jonction par rapport au myomètre qui est supérieur à 40%. Et là, j'ai fait un appel à nos radiologues pour essayer de nous mesurer les zones de jonction, et c'est ces ratios entre les zones de jonction et myomètres normaux, on a vraiment des problèmes avec nos collègues radiologues qui ont fort à faire avec les autres pathologies et qui s'intéressent pas beaucoup, malheureusement, à l'adénomiose. Alors, Dispiezo, en 2017, a défini des signes hystéroscopiques. Vous voyez la vidéo, c'est très clair, les petits défects, les kystes bleutés. Les kystes bleutés, ça peut être une hypervascularisation, ça peut être un aspect en fraise avec des lésions kystiques hémorragiques. Ça peut être des lésions intramyométriales, carrément, qu'on peut voir, comme vous allez voir. Ça peut être, vous voyez, un kyste, image kystique bleutée, on va essayer de la réséquer. Vous voyez ici, c'était juste un bombement au niveau de la face postérieure, et quand on a réséqué, on a eu du kyste chocolat. On le savait déjà parce qu'on avait fait le diagnostic auparavant, et on savait que le mur de sécurité était suffisant. On a été un peu plus loin pour enlever tout l'adénomiome. Et donc, Gort et Dispiezo ont dit qu'il fallait être un peu plus profondeur. L'hystéroscopie, on en avait marre de rester en superficie. Et avec le spirotum que vous voyez ici, on pouvait faire une biopsie beaucoup plus profonde dans l'iner myométrium avec une spécificité de presque 80%
et une sensibilité qui est pas très importante, qui est de 50%. En tout cas, l'hystéroscopie doit absolument aller au-delà de la superficie et aller explorer la région sous-endométriale. Alors, pour conclure, l'adénomiose est extrêmement fréquente. Il faut y penser. L'échographie, qu'elle soit 2D, 3D ou en adjonction de liquide avec hystérosonographie, doit être en première ligne. L'important, c'est de rechercher les fameux signes spécifiques qui sont évocateurs de l'ectopie, mais il faut aussi rechercher les signes indirects aussi. Tout ça dans un contexte clinique. Alors, il faut savoir que les îlots d'endomètre dans l'aénermiométrium, les striations et les adénomiomes sont fréquemment incriminés dans les défauts d'implantation. L'évaluation échographique du type et de l'extension de l'adénomiose dans le myomètre semble être importante en corrélation, comme vous l'avez vu, avec la sévérité de saignement, de la douleur et de l'infertilité. L'IRM est toujours extrêmement intéressante, mais doit être réservée en deuxième ligne en cas de pathologie, en cas d'équivoque et en cas de pathologie associée. Surtout, l'intérêt, c'est de nous retrouver l'endométriose profonde. Il faut le dire que l'hystéroscopie n'est pas un outil de diagnostic de l'adénomiose, mais il peut nous aider à aller au-delà de l'endomètre pour améliorer le diagnostic. Je vous remercie. Je termine par remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont permis la réussite de ce congrès et je vous remercie pour vous de votre présence à ces 2 journées consacrées à l'imagerie de la femme. Je vous remercie.